Je rentrais chez moi ce soir-là avec cette fatigue particulière qui ne vient pas du corps mais de la tête, celle qui s'accumule quand les journées se ressemblent trop et qu'on a l'impression de vivre en mode automatique. La rue principale était barrée pour des travaux, des panneaux oranges partout, des rubans, des gyrophares qui clignotaient sans urgence réelle, et j'ai décidé de longer la rivière pour éviter le détour. Ce n'était pas mon chemin habituel, mais je le connaissais assez pour ne pas m'en méfier. L'air était humide, chargé de cette odeur métallique qui monte de l'eau quand la nuit tombe, et le froid s'installait doucement, pas encore mordant, mais assez présent pour rappeler que l'hiver approchait. Les lampadaires se reflétaient à la surface sombre du fleuve, dessinant des traînées tremblantes, comme si la lumière elle-même hésitait à rester là. J'avançais d'un pas régulier, les mains dans les poches, l'esprit occupé par des pensées sans importance. Ce qu'il restait dans le réfrigérateur, l'heure à laquelle je devais me lever le lendemain, ce message que je n'avais pas encore pris le temps de répondre. Rien de sérieux, rien qui mérite d'être raconté. Il y avait peu de monde sur cette portion de quai. Quelques silhouettes pressées, des pas qui résonnaient là brièvement avant de disparaître, le bruit lointain d'une voiture qui passait sur le pont. C'était un de ces endroits où l'on ne s'attarde pas, où l'on traverse sans regarder autour de soi, parce que tout semble figé, presque hors du temps. Je me souviens avoir pensé que c'était étrange comme certains lieux deviennent invisibles à force d'habitude, comme si on avait appris à ne plus les voir. J'étais dans cet état d'esprit, un peu absent, quand mon regard a été attiré par quelque chose d'immobile sous le pont. Au début, je n'ai pas compris ce que je voyais. Une masse sombre, trop petite pour être un adulte, trop immobile pour être un animal. J'ai continué à marcher, persuadé que mon esprit me jouait un tour, que la fatigue déformait les formes dans la pénombre. Mais plus j'avançais, plus cette présence me semblait incongrue. Sous ce pont, on croisait parfois des hommes seuls, des visages marqués, des sacs en plastique, des silhouettes courbées par le froid ou l'alcool. On s'y attendait presque, sans vraiment y penser. Là, c'était différent. La silhouette ne bougeait pas, ne demandait rien, ne tendait pas la main. Elle était simplement là, comme posée contre le mur, les genoux ramenés contre la poitrine. J'ai ralenti sans m'en rendre compte. Une partie de moi voulait accélérer, passer mon chemin, rentrer chez moi et ne plus y penser. C'est ce que j'aurais fait n'importe quel autre soir. Mais quelque chose clochait, une dissonance difficile à expliquer, comme un détail faux dans un tableau par ailleurs cohérent. Je me suis arrêté à quelques mètres, assez loin pour ne pas m'imposer, assez près pour distinguer une veste trop grande, des chaussures humides, un visage à moitié caché par l'ombre. C'est là que j'ai compris que c'était un enfant. Pas un adolescent presque adulte, non. Un enfant. Trop jeune pour être là, trop calme pour que la situation soit normale. Il ne pleurait pas, ne parlait pas, ne faisait pas ce que font les enfants quand ils ont peur ou froid. Il regardait simplement la route, les voitures qui passaient au-dessus, avec une attention presque mécanique, comme s'il comptait quelque chose que je ne pouvais pas voir. Je me suis surpris à reprendre ma marche, à faire semblant de ne rien avoir remarqué. J'ai dépassé le pont, fait quelques pas de plus, et à chaque pas une pensée s'imposait un peu plus. Si tu continues, tu y penseras toute la nuit. J'ai essayé de me raisonner, je me suis dit que quelqu'un d'autre s'en occuperait, que ce n'était pas à moi, que je n'avais aucune idée de ce que je pourrais faire de toute façon. J'ai même pensé que je pouvais mal interpréter la scène, qu'il attendait peut-être quelqu'un, qu'il n'était pas vraiment seul. Mais ces arguments sonnaient creux, même pour moi. Je me suis arrêté net. Autour de moi, le quai était toujours aussi silencieux, indifférent. Personne ne faisait attention à moi, personne ne semblait se préoccuper de ce qui se passait sous ce pont. À cet instant précis, j'ai senti ce poids étrange, celui qui apparaît quand on comprend que la décision qu'on prend dans les secondes suivantes va laisser une trace. Pas une grande décision héroïque, non. Juste un choix banal, presque invisible, mais qui vous accompagne longtemps après. J'ai pensé à toutes ces fois où j'avais détourné le regard sans conséquence, et à celles, plus rares, où je ne l'avais pas fait et où cela avait changé quelque chose, parfois pour le pire, parfois pour le meilleur. J'ai fait demi-tour. Mes pas résonnaient un peu plus fort qu'avant, ou peut-être était-ce mon cœur qui battait plus vite. En m'approchant, j'ai remarqué des détails que je n'avais pas vus de loin, les mains rouges de froid, la saleté incrustée sous les ongles, cette façon de se tenir trop rigide pour un enfant. Il a levé les yeux vers moi, sans surprise apparente,
comme s'il m'avait déjà vu faire demi-tour avant même que je ne bouge. Son regard n'était ni implorant ni agressif. Il était simplement fatigué. À ce moment-là, je n'avais toujours pas l'intention de faire quoi que ce soit d'extraordinaire. Je ne pensais pas changer sa vie, ni même vraiment l'aider sur le long terme. Je voulais juste comprendre ce qu'il faisait là, m'assurer qu'il n'était pas en danger immédiat, peut-être lui acheter quelque chose de chaud. Rien de plus. C'est ce que je me répétais, comme pour me rassurer. Je ne savais pas encore que ce simple détour, cette minute passée sous un pont, allait m'entraîner beaucoup plus loin que je ne l'imaginais et que je repenserais longtemps à cette première décision, celle de m'arrêter, comme au véritable point de départ de toute cette histoire. Sous le pont, l'air était différent, plus lourd, chargé d'une odeur de pierre humide et de vieille eau stagnante. Le bruit de la circulation au-dessus formait un plafond sonore continu, comme une respiration mécanique qui ne s'arrêtait jamais. C'est là que je l'ai vraiment vu, pas juste comme une silhouette, mais comme une présence qui n'avait rien à faire ici. Il était assis contre le mur, légèrement de biais, les genoux ramenés contre lui, les bras croisés comme pour conserver un peu de chaleur. La lumière des lampadaires n'atteignait presque pas cet endroit. Elle se contentait de frôler le sol, laissant son visage à moitié dans l'ombre. Pourtant, ses yeux étaient chevisibles, étonnamment clairs dans cette pénombre, fixés sur un point que je ne distinguais pas. Ce qui m'a frappé en premier, ce n'était pas sa maigreur ni ses vêtements trop grands, mais son immobilité. Les enfants bougent, même quand ils ont peur, même quand ils sont fatigués. Lui, non. Il semblait avoir appris à disparaître, à se faire petit, à occuper le moins d'espace possible. Sa veste pendait sur ses épaules comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Les manches dépassaient légèrement, humides au bout. Ses chaussures n'étaient pas couvertes de boue séchée, pas celles d'un terrain de jeu, mais celles qu'on ramène quand on marche longtemps sans vraiment savoir où aller. Je me suis arrêté à quelques mètres, sans savoir pourquoi je gardais cette distance. Peut-être par prudence, peut-être par maladresse. Je n'avais pas parlé à un enfant inconnu depuis des années, et encore moins dans un endroit pareil. Je me suis rendu compte que je cherchais des signes rassurants, quelque chose qui me dirait que je me trompais, que ce n'était pas ce que je pensais. Mais il n'y avait rien. Pas de sac d'école, pas de téléphone, pas de traces d'un adulte à proximité. Juste lui, le mur froid et le bruit incessant des voitures. Il a fini par tourner légèrement la tête vers moi. Pas brusquement, pas avec méfiance. Plutôt comme quelqu'un qui s'attendait à ce que ça arrive. Son regard s'est posé sur moi sans émotion apparente, ni demande, ni reproche. À cet instant, j'ai senti un malaise profond, parce que ce regard ne cherchait rien. Il constatait simplement ma présence, comme on note un détail de plus dans un décor déjà hostile. J'ai ouvert la bouche pour dire quelque chose, puis je l'ai refermée. Les mots me semblaient inadaptés, presque déplacés dans ce silence humide. Je me suis demandé depuis combien de temps il était là. 1 heure, 2, toute la soirée peut-être. Je me suis demandé s'il avait mangé, s'il avait froid, s'il attendait quelqu'un ou s'il n'attendait plus rien. Toutes ces questions se sont bousculées sans trouver de réponse. Je me suis surpris à observer des détails absurdes, comme la façon dont ses doigts serraient le tissu de sa veste, ou la trace sombre sur le mur derrière lui, comme si d'autres avant lui s'étaient appuyés au même endroit. Autour de nous, la ville continuait à vivre sans la moindre attention pour cette scène. Des gens passaient sur le pont, riaient, parlaient fort, pressés de rentrer chez eux. Aucun d'eux ne s'arrêtait, aucun ne regardait en bas. C'était comme si cet endroit n'existait pas vraiment, comme s'il avait été rayé du plan mental de la ville. Et lui faisait partie de cette invisibilité. J'ai ressenti une colère sourde, pas dirigée contre quelqu'un en particulier, mais contre cette évidence brutale. Un enfant pouvait rester là, sous un pont, sans que personne ne s'en inquiète. Je lui ai demandé s'il allait bien. La question m'a semblé ridicule dès qu'elle a quitté mes lèvres. Il a haussé les épaules, un geste minuscule, presque imperceptible. Sa voix, quand il a répondu, était basse, rauque, comme s'il ne parlait pas souvent. Il n'a pas dit oui ni non. Il a simplement murmuré quelque chose d'indistinct, que je n'ai pas compris sur le moment. J'ai dû lui demander de répéter. Il a soupiré, visiblement agacé par l'effort, et a dit qu'il restait là pour le moment. Cette réponse m'a troublé. Pour le moment. Comme si le temps n'avait plus vraiment de sens pour lui, comme s'il se contentait de survivre par tranches, sans projection, sans lendemain. Je me suis rendu compte que je parlais trop, que je remplissais le silence pour me rassurer moi-même. Je lui ai demandé s'il avait faim,
Question plus concrète, plus simple. Cette fois, il a hoché la tête presque imperceptiblement. Pas avec empressement, mais comme quelqu'un qui accepte un fait évident. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je ne pouvais plus simplement repartir. Le simple fait d'être resté, de lui avoir parlé, avait créé quelque chose, un lien fragile mais réel. Je n'étais plus un passant anonyme, j'étais devenu quelqu'un qui savait. Et cette connaissance pesait déjà sur mes épaules. Je me souviens avoir pensé que tout aurait été plus simple si je ne l'avais jamais vu clairement, si je n'avais pas croisé son regard. Mais c'était trop tard pour ce genre de pensée. Il était là, sous ce pont, et moi aussi. Et sans encore le savoir, j'avais déjà franchi une limite invisible, celle après laquelle on ne peut plus faire semblant de ne pas être impliqué. J'ai continué à marcher quelques secondes après l'avoir dépassé. Pas plus, mais suffisamment pour sentir ce tiraillement désagréable entre ce que je faisais avec mes jambes et ce que ma tête refusait d'accepter. Chaque pas m'éloignait de lui et en même temps, chaque pas rendait sa présence plus lourde, plus insistante. C'était absurde, presque ridicule. Je ne le connaissais pas, je ne lui devais rien, je n'avais aucune obligation légale ou morale clairement définie, et pourtant, une petite voix, insistante, me répétait que si je rentrais chez moi maintenant, cette scène ne me lâcherait pas. Je me voyais déjà, plus tard dans la soirée, assis dans le silence de mon appartement, la télévision allumée sans que je la regarde vraiment, avec cette image qui revenait sans cesse. Un enfant sous un pont, immobile, pendant que moi je passais mon chemin. Je me suis surpris à chercher des excuses rationnelles, comme on le fait toujours quand on sent qu'on est en train de perdre une bataille intérieure. Je me disais que quelqu'un d'autre allait s'en occuper, que ce n'était pas possible qu'il reste là toute la nuit sans que personne n'intervienne. Je me disais aussi que je pouvais mal interpréter la situation, qu'il attendait peut-être un parent, un frère, n'importe qui. Après tout, je ne savais rien de lui. Mais plus j'essayais de me convaincre, plus ses arguments sonnaient creux. Ils avaient la forme de la logique, mais pas sa solidité. C'étaient des phrases toutes faites, des réflexes appris pour se protéger soi-même, pas pour comprendre ce qui se passait réellement. Je sentais aussi une autre peur, plus sourde, plus honteuse, la peur de m'impliquer. Pas une peur spectaculaire, non. Quelque chose de beaucoup plus banal, la peur des complications, des démarches, des questions auxquelles je n'aurais pas de bonne réponse, la peur de faire un geste maladroit, de dire un mot de trop, de me retrouver dans une situation que je ne maîtriserais plus. Je me connaissais assez pour savoir que je n'aimais pas ça. J'avais passé ma vie à éviter les zones grises, à rester dans des cadres clairs, définis. Et là, sous ce pont, il n'y avait aucun cadre, aucune règle évidente. Je me suis arrêté. Pas brusquement, mais comme si mes jambes avaient fini par refuser d'obéir. Autour de moi, rien n'avait changé. Le fleuve continuait de couler. Les voitures passaient au-dessus sans ralentir. La ville poursuivait sa soirée comme si de rien n'était. Et pourtant, pour moi, quelque chose venait de se fissurer. Je me suis rendu compte que ce n'était plus seulement une question d'aider ou non. C'était devenu une question de regard. J'avais vu. J'avais reconnu ce que je voyais. Et à partir de ce moment-là, détourner le regard n'était plus un geste neutre, mais un choix pleinement conscient. Je me suis demandé quand j'étais devenu quelqu'un qui hésitait autant. Plus jeune, j'aurais peut-être agi sans réfléchir, par impulsion, sans mesurer les conséquences. Avec le temps, j'avais appris la prudence, parfois au point de la confondre avec la lâcheté. Je me souvenais de discussions, de reportages, de conversations entendues ici et là, toutes ces histoires où une bonne intention se transformait en problème. Ces récits que l'on écoute en se disant que ça n'arrive qu'aux autres. Et maintenant, j'étais là, exactement au point de départ d'une de ces histoires possibles. Je me suis retourné lentement. Ce geste m'a semblé lourd de sens, presque solennel, alors qu'il était d'une simplicité désarmante. Quelques pas en arrière, rien de plus. Pourtant, j'ai eu la sensation très nette de franchir une ligne invisible. En revenant vers le pont, je ne revenais pas seulement physiquement, je revenais aussi sur ma décision de rester à distance, de ne pas savoir. J'acceptais, sans le formuler clairement, l'idée que la suite m'échapperait peut-être. En m'approchant à nouveau, je faisais attention à chaque détail, comme si mon esprit cherchait encore une issue, un élément qui me permettrait de faire demi-tour définitivement. Mais tout confirmait ce que j'avais déjà compris. L'enfant était toujours là, dans la même position, comme s'il n'avait pas bougé d'1 centimètre depuis mon passage.
Il ne semblait ni surpris ni inquiet de me voir revenir. Cette absence de réaction m'a troublé plus que s'il avait montré de la méfiance ou de la peur. C'était comme s'il avait déjà intégré l'idée que les adultes passent, s'arrêtent parfois, puis disparaissent. À cet instant, je n'avais toujours pas décidé ce que j'allais faire concrètement. Je savais seulement ce que je ne pouvais plus faire, continuer ma route comme si de rien n'était. Je sentais une tension étrange, un mélange de responsabilité et d'impuissance. Je n'étais pas un sauveur, je n'avais aucune solution miracle, et pourtant j'étais là face à lui, parce que quelque chose en moi avait refusé le confort de l'indifférence. Je me souviens avoir pensé que tout aurait été plus simple si la situation avait été plus claire. Un adulte en difficulté, un appel évident au secours, un problème identifiable avec une procédure précise. Là, il n'y avait rien de tout ça. Juste un enfant silencieux et un homme qui ne savait pas encore qu'en faisant demi-tour, il venait de compliquer sa propre vie. Mais, à ce moment précis, cette pensée ne m'a pas arrêté. Elle est restée en arrière-plan, comme un avertissement que je choisirais d'ignorer. Ce qui comptait, c'était cette certitude nouvelle, presque dérangeante. Je ne pourrais plus dire que je n'avais pas su. Je suis allé jusqu'au petit magasin ouvert à l'angle du quai, celui qui laisse la lumière allumée tard et où l'on trouve toujours quelqu'un derrière le comptoir, même à des heures improbables. À l'intérieur, il faisait trop chaud, presque étouffant, et l'odeur de café réchauffé se mélangeait à celle du pain industriel. Je me suis retrouvé devant les rayons sans trop savoir quoi prendre, conscient pour la première fois du caractère étrange de la situation. J'achetais de quoi manger pour un enfant dont je ne connaissais ni le nom, ni l'âge exact, ni l'histoire. J'ai pris ce qui me semblait le plus simple, le plus neutre possible. Des choses qu'on peut manger sans réfléchir, sans ustensiles, sans s'installer. En payant, j'ai eu cette impulsion absurde de regarder derrière moi comme si quelqu'un allait me demander ce que je faisais, à qui c'était destiné. Personne ne m'a regardé. Pour le monde, je n'étais qu'un client de plus. Quand je suis ressorti, l'air froid m'a frappé au visage et le bruit de la circulation m'a semblé plus fort qu'avant. Je me suis dirigé vers le pont avec un pas un peu plus rapide, comme si j'avais peur qu'en revenant trop lentement, il ne soit déjà plus là. Il était toujours assis au même endroit, exactement dans la même position, comme si le temps s'était arrêté pour lui pendant mon absence. J'ai posé le sac à côté de lui, sans le lui tendre directement, hésitant à franchir cette distance invisible entre nous. Il a regardé le sac, puis moi, puis à nouveau le sac, avant de l'ouvrir avec une précaution presque cérémonieuse. Il a mangé tout de suite, sans un mot. Pas avec la voracité désordonnée que j'aurais pu imaginer, mais avec une rapidité contrôlée, méthodique, comme quelqu'un qui sait qu'il n'a pas de temps à perdre. Il ne faisait pas de miettes, ne salissait pas ses vêtements, et cette attention aux détails m'a surpris. On aurait dit un geste répété 1000 fois, une habitude acquise bien avant cet endroit précis. Je me suis accroupi à quelques pas, suffisamment près pour lui parler sans élever la voix, suffisamment loin pour ne pas l'envahir. Je ne savais pas comment me placer, ni physiquement, ni moralement. Je lui ai demandé depuis combien de temps il était là. Il a haussé les épaules, un geste bref, presque mécanique. Pour lui, la notion de temps semblait floue, comme si les heures se ressemblaient toutes. Je lui ai demandé s'il avait un endroit où dormir. Cette question l'a fait hésiter. Il a arrêté de mâcher, a regardé autour de lui, puis a répondu d'une voix basse que ce n'était pas possible de retourner là où il était avant. Quand je lui ai demandé pourquoi, il a simplement dit « Ils viennent la nuit ». Il n'a pas précisé qui, et j'ai senti qu'insister serait inutile. Ce n'était pas une phrase destinée à provoquer de la pitié ou à raconter une histoire. C'était un constat. Je me suis rendu compte que je retenais ma respiration. Cette phrase, si simple, avait ouvert un espace que je ne savais pas comment combler. J'ai pensé à 1000 choses en même temps, à la police, aux services sociaux, aux démarches officielles, à tout ce que je n'avais ni envie ni compétence de gérer à cet instant précis. Je me suis aussi demandé s'il disait vrai, puis je me suis reproché cette pensée aussitôt. Qu'est-ce que cela changeait, au fond? Il était là, il avait froid, et il ne pouvait pas rentrer. C'était déjà suffisamment concret. Je lui ai demandé s'il avait un nom. Il a répondu, mais si doucement que j'ai dû lui demander de répéter. En l'entendant, j'ai senti quelque chose se déplacer en moi. Donner un nom à quelqu'un, même brièvement, change tout. Il n'était plus seulement un enfant sous un pont.
Il devenait une personne précise, avec une existence qui dépassait cet instant. Je lui ai dit le mien à mon tour, sans réfléchir. Il a hoché la tête comme s'il rangeait cette information quelque part, sans y attacher trop d'importance. Je lui ai demandé s'il avait froid. Il a dit oui, simplement. Pas de plainte, pas de dramatisation. Alors j'ai regardé autour de moi, cherchant une solution immédiate, quelque chose de concret à faire. C'est à ce moment-là que j'ai prononcé cette phrase qui me semblait anodine sur le moment, presque automatique. Je lui ai dit que je pouvais l'emmener là où il ferait chaud, là où il y aurait de la lumière et des gens. Je n'ai pas parlé de durée, ni de destination précise, je n'ai pas promis de miracle. J'ai juste formulé une possibilité. Il a levé les yeux vers moi pour la première fois vraiment attentif. Il n'a pas répondu tout de suite. Il a fini ce qu'il avait dans la main, a essuyé ses doigts sur sa veste, puis m'a demandé si c'était loin. La question m'a surpris. J'ai répondu que non, que ce n'était pas loin. En réalité, je n'avais aucune idée de ce que « loin » signifiait pour lui. Il a réfléchi encore quelques secondes, puis a hoché la tête. Ce geste si simple a scellé quelque chose entre nous sans que je m'en rende compte immédiatement. À cet instant précis, je n'avais toujours pas conscience de l'enchaînement que je venais de déclencher. Pour moi, il s'agissait encore d'une aide ponctuelle, limitée, presque administrative. Je pensais en termes de minutes, peut-être d'une heure, pas plus. Je n'imaginais pas que cette conversation sous un pont autour d'un sac de nourriture et de quelques phrases maladroites allait devenir le point d'ancrage de tout ce qui suivrait. Je me sentais encore maître de la situation, convaincu que je pouvais m'arrêter quand je le voudrais, reprendre ma vie exactement là où je l'avais laissée. Avec le recul, je comprends que c'est souvent à ce moment-là qu'on se trompe le plus. Quand j'ai prononcé cette phrase, je n'en ai pas mesuré le poids. Je l'ai dite sur un ton simple, presque banal, comme on propose un café ou un abri contre la pluie. Je peux t'emmener là où il fait chaud, là où il y a de la lumière. Les mots sont sortis sans que je les pèse, sans que je les encadre, et aussitôt après, un silence s'est installé entre nous, plus dense que tous les autres. Il ne s'agissait plus d'un échange abstrait, mais d'une possibilité concrète, d'un mouvement à faire ou à refuser. Il m'a regardé longuement, pas avec méfiance, mais avec une concentration qui m'a surpris, comme s'il évaluait non pas mes intentions, mais ma constance, comme s'il cherchait à savoir si j'allais changer d'avis dans la seconde suivante. Je me suis rendu compte que j'avais déjà commencé à me justifier intérieurement. Je me répétais que ce serait court, que je ne l'emmènerais nulle part d'isolé, que je resterais dans des endroits fréquentés. Je me promettais de ne pas franchir certaines limites, de ne pas improviser, de ne pas m'éloigner de ce que je pouvais encore contrôler. Tout cela se déroulait dans ma tête pendant qu'il finissait de manger, lentement maintenant, comme s'il prenait le temps de décider. Je me sentais étrangement observé, évalué à travers des critères que je ne connaissais pas. Il a finalement posé la question que je redoutais un peu, celle qui rendait la situation réelle. Il a demandé où exactement je voulais l'emmener. Je me suis surpris à hésiter avant de répondre. J'ai parlé d'un endroit ouvert, avec des gens, un endroit où il pourrait se réchauffer, boire quelque chose de chaud, rester un moment. Je n'ai pas prononcé de nom précis, comme si la précision risquait de transformer cette proposition en engagement. Il a hoché la tête, sans enthousiasme ni refus, puis il a demandé si je resterais avec lui. Cette question m'a pris de court. Je n'avais pas envisagé la possibilité qu'il pense que je puisse le déposer et partir aussitôt. J'ai répondu que oui, bien sûr, que je resterais un peu. Je me suis levé, lentement, conscient de chacun de mes gestes. J'avais soudain peur de faire quelque chose de déplacé sans m'en rendre compte, de donner une impression qui ne correspondait pas à ce que je voulais faire. Je lui ai indiqué la direction de la voiture, garée un peu plus loin, là où le quai était mieux éclairé. Il s'est levé à son tour, avec une raideur qui m'a frappé. Il avait l'air plus petit debout qu'assis, plus vulnérable aussi. Il a jeté un dernier regard sous le pont, un regard rapide, presque automatique, comme on vérifie un endroit familier avant de le quitter. Nous avons marché côte à côte sans nous toucher, en silence. J'entendais ses pas irréguliers derrière les miens, le frottement de ses chaussures mouillées sur le sol. Je me suis surpris à ralentir légèrement pour ne pas lui donner l'impression de devoir me suivre à tout prix. Arrivé à la voiture, je me suis arrêté un instant, comme pour marquer une pause, lui laisser la possibilité de renoncer. Il est resté immobile, regardant l'habitacle à travers la vitre, comme s'il s'agissait d'un espace inconnu, presque suspect.
J'ai déverrouillé les portes et je me suis écarté d'un pas. Il a ouvert la portière lui-même avec une hésitation perceptible, puis s'est installé sur le siège passager en gardant son sac serré contre lui comme un réflexe de protection. Il a demandé si je pouvais laisser la porte déverrouillée. La question m'a surpris, mais je n'ai rien dit. J'ai simplement acquiescé. Je me suis assis à mon tour, j'ai démarré le moteur, et pendant quelques secondes, aucun de nous n'a parlé. Le chauffage a commencé à souffler de l'air tiède et j'ai vu ses épaules se détendre légèrement. Je me suis forcé à adopter une conduite irréprochable, presque exagérément prudente. Je respectais chaque limitation, chaque feu, comme si quelqu'un m'observait. Dans ma tête, je continuais à tracer des lignes à ne pas dépasser. Je me répétais que je ne faisais rien de mal, que tout était clair, visible, raisonnable. Pourtant, une tension persistait, diffuse, comme si le simple fait d'être deux dans cette voiture créait un déséquilibre fragile. Il regardait toujours par la fenêtre, comptant les lampadaires à voix basse, et parfois, il s'arrêtait comme s'il avait perdu le compte. À un moment, il a demandé si nous allions encore rouler longtemps. J'ai répondu que non, que c'était juste un peu plus loin. Cette notion de distance semblait importante pour lui. J'ai compris alors que ce qui l'inquiétait n'était pas tant l'endroit où nous allions que le fait d'être en mouvement, de ne plus pouvoir contrôler la direction. J'ai ralenti légèrement, sans raison apparente, juste pour lui montrer que rien ne pressait, que je n'étais pas pressé. Il a hoché la tête comme s'il avait compris le geste. Pendant ces minutes, je me suis rendu compte que je n'avais plus le sentiment d'être celui qui aidait. J'étais devenu quelqu'un qui devait prouver, par de petits signes, par des détails presque invisibles, qu'il était digne de confiance. Chaque silence, chaque phrase prenait un poids particulier. Je me disais que tout cela était excessif, que je me faisais des idées, mais en même temps, je sentais que quelque chose s'était déplacé. La situation n'était plus simplement une rencontre fortuite sous un pont. Elle était devenue une parenthèse fragile, suspendue à des décisions minuscules, à des mots choisis ou évités. Et sans encore le formuler clairement, je comprenais que cette parenthèse pouvait se refermer à tout moment, de la manière la plus brutale, sans que j'aie le moindre contrôle sur ce qui en resterait. Dans la voiture, le silence avait une texture particulière, presque épaisse, comme s'il remplissait l'espace entre nous. Le chauffage soufflait doucement, un bruit régulier qui finissait par devenir rassurant, et je sentais la chaleur gagner peu à peu l'habitacle. Lui, il s'était recroquevillé contre le siège, les mains toujours crispées sur son sac, les épaules légèrement relevées, comme s'il se préparait à un choc invisible. Il regardait dehors avec une concentration étrange, suivant les lumières qui défilaient, et je me suis rendu compte qu'il comptait les lampadaires. Pas pour passer le temps, mais comme on s'accroche à quelque chose de stable quand tout le reste est incertain. À chaque nouveau lampadaire, ses lèvres bougeaient à peine, un murmure que je n'entendais pas, et parfois il recommençait depuis le début, comme si une erreur dans le compte pouvait tout faire s'écrouler. Je me suis demandé depuis combien de temps il faisait ça, compter pour se rassurer, pour garder le contrôle. J'ai pensé à mes propres habitudes, à ces petits rituels insignifiants que je répète sans m'en rendre compte, et soudain, ils m'ont semblé dérisoires. Je conduisais lentement, volontairement, laissant une distance excessive avec la voiture devant moi, respectant chaque feu avec une rigueur presque exagérée. J'avais l'impression absurde d'être observé, comme si le moindre geste brusque pouvait être interprété, mal compris, transformé en quelque chose que je ne voulais pas être. Mes mains étaient bien visibles sur le volant, mes mouvements mesurés, et je réalisais à quel point cette situation me mettait dans un état de vigilance permanente. À un moment, il a rompu le silence pour me demander si je pouvais baisser un peu le chauffage. Sa voix était plus posée qu'avant, moins tendue. J'ai obéi aussitôt, sans poser de questions. Ce simple échange m'a surpris par son normalité. C'était une demande banale, presque intime, comme celle qu'on fait quand on se sent un minimum en sécurité. Je me suis dit que la chaleur l'avait peut-être étourdi, ou simplement qu'il n'y était plus habitué. Après cela, il est resté silencieux de nouveau, mais son corps semblait un peu moins crispé. Il avait cessé de compter, ou du moins je ne voyais plus ses lèvres bouger. Je me suis risqué à lui parler, doucement, sans le regarder directement, comme pour ne pas le mettre mal à l'aise. Je lui ai dit que l'endroit où nous allions n'était pas loin, que nous y resterions le temps qu'il faudrait. Je ne savais pas exactement ce que signifiait cette phrase, mais elle me semblait nécessaire.
Il a hoché la tête sans me regarder, les yeux toujours fixés sur la route. J'ai compris alors que ce qu'il craignait le plus n'était pas l'endroit, mais l'idée de ne pas savoir quand le trajet s'arrêterait. Le mouvement, pour lui, était une perte de contrôle. Chaque mètre parcouru l'éloignait de ce qu'il connaissait, même si ce qu'il connaissait n'était rien de plus qu'un coin sombre sous un pont. Il a fini par poser une question qui m'a serré la poitrine. Il m'a demandé si j'allais changer d'avis. Pas pourquoi je l'aidais, pas où nous allions exactement, juste si j'allais changer d'avis. J'ai mis quelques secondes à répondre, surpris par la simplicité et la gravité de cette question. Je lui ai dit que non, que je n'avais pas l'intention de changer d'avis en cours de route. En disant cela, j'ai senti le poids de mes propres mots. Je m'engageais, même si je ne savais pas encore jusqu'où. Il a inspiré profondément, comme si cette réponse lui permettait enfin de respirer normalement. Le trajet a continué dans un calme étrange. De temps en temps, il jetait un coup d'œil furtif vers moi, pas assez longtemps pour croiser mon regard, juste assez pour vérifier quelque chose. Je me demandais ce qu'il cherchait à lire sur mon visage, quels signes il surveillait. La nervosité peut-être, l'impatience, le mensonge. Je me sentais examiné d'une manière à laquelle je n'étais pas habitué, et cela me rendait maladroitement conscient de moi-même. Chaque respiration, chaque mouvement me semblait soudain trop visible. Nous avons ralenti à un feu rouge, et la voiture s'est arrêtée complètement. Il a regardé autour de lui, les autres véhicules, les piétons qui traversaient, les vitrines éclairées. Pour la première fois, je l'ai vu sourire. Un sourire fugace, presque imperceptible, mais bien réel. Comme si cet arrêt, ce moment où tout s'immobilisait, lui rappelait quelque chose de normal, de familier. J'ai senti un léger soulagement, à la fois pour lui et pour moi. Ce feu rouge, banal, venait de créer une pause bienvenue dans cette tension continue. Quand le feu est passé au vert, j'ai redémarré doucement. Il a recommencé à regarder par la fenêtre, mais cette fois sans compter. J'ai compris que le simple fait de s'être arrêté, même brièvement, avait suffi à lui redonner un peu de contrôle. Et c'est là que j'ai réalisé à quel point cette situation était fragile, dépendante de détails insignifiants en apparence. Un arrêt, une phrase, un geste pouvaient tout changer. Je ne savais toujours pas comment tout cela allait se terminer, ni même ce que je ferais exactement en arrivant. Mais dans cette voiture, pendant ces minutes suspendues, j'ai pris conscience que je n'étais plus seulement en train de conduire quelque part. J'étais devenu responsable d'un équilibre précaire et je sentais déjà, sans encore pouvoir le nommer, que la moindre erreur pourrait transformer cette tentative d'aide en quelque chose de bien plus compliqué. C'est à ce moment-là qu'il a parlé. Pas tout de suite après être monté, pas pendant les premières minutes où le moteur tournait et où la ville défilait derrière les vitres, mais plus tard, quand le silence avait commencé à devenir presque confortable, trompeusement stable. Il regardait toujours dehors, la tête légèrement penchée, comme s'il essayait de lire quelque chose dans le reflet des lumières sur la vitre. Sa voix est sortie sans prévenir, calme, presque neutre, et il a dit que je n'avais pas l'air méchant. Pas gentil, pas rassurant, pas normal, pas méchant. La phrase m'a frappé de plein fouet, parce qu'elle contenait beaucoup plus que ce qu'elle disait. Ce n'était pas un compliment, ni même un jugement. C'était une classification, comme s'il existait dans son esprit toute une échelle d'adultes possibles et que je venais d'être placé provisoirement du bon côté de la ligne. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai continué à conduire, les yeux sur la route, mais cette phrase tournait en boucle dans ma tête. Pas méchant. J'ai pensé à tout ce que cela supposait, à ce que cela révélait de son expérience, de ce qu'il avait déjà vu, déjà subi, déjà appris à reconnaître. Les enfants ne parlent pas comme ça sans raison. Cette façon de dire les choses trahissait une familiarité inquiétante avec le danger, avec la nécessité de jauger rapidement les intentions des adultes. J'ai ressenti une gêne profonde, presque une honte diffuse. Pas à cause de moi directement, mais à cause de ce monde dans lequel un enfant devait apprendre à faire ce genre de tri. Je lui ai demandé pourquoi il disait ça. La question est sortie doucement, sans accusation, mais avec une curiosité que je n'ai pas cherché à cacher. Il a haussé les épaules, toujours sans me regarder, et a répondu que certains parlent trop fort, d'autres posent trop de questions, d'autres encore sourient d'une manière qui ne va pas avec leurs yeux. Il a dit ça comme on récite une liste apprise par cœur, sans émotion particulière. Chaque mot ajoutait une couche de malaise. J'avais l'impression d'écouter quelqu'un de beaucoup plus âgé que lui, quelqu'un qui avait dû apprendre vite, trop vite.
Je lui ai demandé ce qui lui faisait dire que je n'étais pas méchant. Il a pris un temps avant de répondre, et j'ai senti que cette fois, il cherchait vraiment ses mots. Il a fini par dire que je conduisais doucement, que je n'avais pas fermé les portes à clé, et que je ne lui avais pas demandé pourquoi il était là. Cette dernière raison m'a surpris. Je lui ai demandé pourquoi c'était important. Il a répondu que les gens qui posent de trop de questions veulent souvent entendre une histoire précise et que si on ne la raconte pas correctement, ils se fâchent. Cette phrase, dite d'un ton presque détaché, m'a glacé. À ce moment-là, j'ai compris que chaque détail de mon comportement était en train d'être analysé, interprété, stocké quelque part dans sa mémoire. Pas par méfiance gratuite, mais par nécessité. Je me suis senti à la fois observé et jugé, non pas moralement, mais fonctionnellement. Était-ce que je représentais un risque immédiat ou non? Cette prise de conscience m'a rendu extrêmement attentif à mes propres gestes. J'ai ajusté ma position sur le siège, j'ai vérifié que mes mains restaient bien visibles sur le volant, j'ai ralenti encore un peu sans raison apparente. Non pas pour jouer un rôle, mais parce que je savais que le moindre changement brusque pouvait être mal interprété. Il a repris la parole après quelques minutes, toujours sans me regarder, pour dire qu'il n'aimait pas quand les voitures roulent trop longtemps sans s'arrêter. Il a expliqué que plus le trajet dure, plus on a l'impression d'être emmené quelque part sans retour. Cette phrase a résonné en moi d'une manière particulière. J'ai regardé la route, j'ai évalué mentalement la distance restante, puis j'ai décidé de m'arrêter au prochain feu, même s'il était vert. J'ai ralenti, j'ai laissé la voiture s'immobiliser sur le bas-côté quelques secondes. Je ne lui ai rien expliqué. Je voulais simplement lui montrer que je pouvais m'arrêter quand il le fallait. Il s'est tourné vers moi pour la première fois depuis le début du trajet. Pas longtemps, juste assez pour croiser mon regard. Son visage était toujours tendu, mais ses yeux semblaient un peu moins durs, un peu moins sur le qui-vive. Il n'a rien dit, mais j'ai senti que ce petit arrêt avait modifié quelque chose, comme si je venais de passer un test silencieux dont j'ignorais l'existence. J'ai redémarré doucement, et le trajet a repris, mais l'atmosphère n'était plus la même. Il ne comptait plus les lampadaires. Il regardait les vitrines, les gens sur les trottoirs, les terrasses encore ouvertes malgré le froid. Il a fini par me demander si j'avais des enfants. La question m'a surpris, et j'ai mis un moment avant de répondre. J'ai dit non. Il a hoché la tête, sans commenter, comme s'il notait simplement l'information. Puis, il a ajouté que ça se voyait parfois. Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire. Il a expliqué que les gens avec des enfants essaient souvent de parler comme s'ils s'adressaient à quelqu'un de plus petit, plus fragile, alors que ceux qui n'en ont pas parlent plus normalement. Je n'ai pas su quoi répondre à ça. J'ai simplement acquiescé, conscient une fois de plus que ce qu'il percevait du monde était bien plus fin, bien plus nuancé que ce que son âge laissait supposer. Le reste du trajet s'est déroulé dans une sorte de calme tendu, ponctué de quelques phrases courtes, jamais inutiles. Chaque mot semblait peser, chaque silence accepté. Je sentais que quelque chose s'était établi entre nous, une forme de contrat tacite, fragile, basé sur l'observation et la retenue. Et au fond de moi, une pensée commençait à prendre forme, de plus en plus claire, de plus en plus dérangeante. Ce n'était pas seulement lui qui me jugeait. C'était la situation elle-même, comme un mécanisme silencieux, prêt à basculer au moindre faux pas. Et pour la première fois depuis le début de cette rencontre, j'ai eu la sensation très nette que quoi que je fasse ensuite, quoi que je décide en arrivant, je ne pourrai plus revenir en arrière comme si de rien n'était. Quand j'ai finalement ralenti pour me garer, je l'ai fait sans annonce, sans phrase préparatoire, simplement en mettant le clignotant et en me glissant le long du trottoir. L'endroit était volontairement banal. Une portion de rue éclairée, des vitrines encore allumées, quelques passants qui allaient et venaient sans nous prêter attention. Rien d'isolé, rien de spectaculaire. Je voulais que l'arrêt ressemble à tous les autres arrêts de la ville, quelque chose de normal, presque ennuyeux. Le moteur s'est coupé et pendant une seconde, le silence est retombé brutalement dans l'habitacle, comme si l'air lui-même attendait la suite. Je sentais son regard posé sur mes gestes, attentif à la moindre variation, et j'ai pris soin de ne rien faire trop vite, ni trop lentement. J'ai enlevé ma ceinture, puis je suis resté immobile un instant pour lui laisser le temps de comprendre que nous étions arrivés quelque part, que le mouvement s'arrêtait là, au moins pour le moment. Je lui ai dit que nous étions arrivés simplement, sans emphase. Il n'a pas répondu tout de suite. Il a regardé autour de lui à travers la vitre, les gens, les lumières, les portes qui s'ouvraient
et se refermait. J'ai vu ses épaules se détendre imperceptiblement. Ce n'était pas de la confiance, pas encore, mais une baisse de vigilance, comme si le danger immédiat venait de reculer d'un pas. Il m'a demandé si nous allions rester là. La question était directe, presque abrupte. Je lui ai répondu que oui, que nous resterions là un moment, le temps de se réchauffer et de boire quelque chose de chaud. Je n'ai pas parlé de suite, ni de plan. Je me suis contenté de ce qui était vrai à cet instant précis. Il a ouvert la portière lui-même, lentement, et a posé un pied sur le trottoir, puis l'autre, comme s'il testait le sol. Je l'ai imité, sortant de la voiture de mon côté, laissant volontairement ma porte ouverte. Je voulais qu'il voie l'intérieur, qu'il comprenne qu'il n'y avait rien à cacher, rien de verrouillé, rien de dissimulé. Le bruit de la rue nous a enveloppés aussitôt, des voix, des rires lointains, le cliquetis d'une vaisselle dans un café, le grondement régulier de la circulation. Ce contraste avec le silence de la voiture était presque brutal. Il s'est arrêté à côté de moi, le sac toujours serré contre lui, observant tout avec une attention presque méthodique. Je lui ai montré l'endroit d'un geste simple. Une devanture éclairée, des tables à l'intérieur, des gens assis, penchés sur leurs tasses. Il m'a regardé, puis a regardé à nouveau le café, comme pour vérifier que les deux images correspondaient bien. Il a demandé si on pouvait voir de l'extérieur. J'ai dit oui. Nous sommes restés là quelques secondes, immobiles, à observer les allées et venues à travers la vitre. Je sentais qu'il avait besoin de cette étape, de ce sas visuel avant d'entrer. Ce n'était pas la chaleur qui comptait le plus, ni même la boisson, mais la certitude de ne pas franchir une porte à l'aveugle. Quand il a finalement hoché la tête, ce n'était pas un geste enthousiaste, mais une acceptation mesurée. Nous sommes entrés ensemble sans nous précipiter. À l'intérieur, l'air était plus chaud, saturé d'odeurs de café et de sucre. Les conversations formaient un fond sonore continu, rassurant par sa banalité. Personne ne nous a regardés plus que nécessaire. Nous étions juste deux personnes de plus parmi d'autres. J'ai senti une tension se relâcher en moi aussi. Pendant un instant, très bref, j'ai cru que la situation venait de se stabiliser, que nous étions entrés dans une zone neutre où rien de grave ne pouvait arriver. Nous nous sommes installés à une table près du mur, pas au centre, pas dans un coin non plus. Un endroit intermédiaire, visible sans être exposé. Je lui ai demandé ce qu'il voulait boire. Il a hésité, puis a dit quelque chose de chaud, sans préciser. J'ai commandé pour nous deux en restant à proximité du comptoir, bien en vue. Pendant que j'attendais, je le voyais du coin de l'œil, assis bien droit, les mains posées sur ses genoux, regardant autour de lui avec cette même attention constante. Il semblait absorber chaque détail, chaque mouvement, comme si cet endroit devait être analysé avant d'être accepté. Quand je suis revenu avec les tasses, il a soufflé doucement dessus, comme on le fait quand on n'a pas l'habitude de la chaleur. La vapeur montait entre nous, et pendant quelques secondes, nous sommes restés silencieux, chacun concentré sur ce geste simple. Je me suis dit que cette scène vue de l'extérieur n'avait rien d'extraordinaire. Un adulte et un enfant autour d'une boisson chaude, dans un café ordinaire. Et pourtant, je sentais que cette normalité était fragile, presque trompeuse. Je ne savais pas encore comment cette pause allait se terminer, ni ce qu'elle déclencherait par la suite. Mais je savais déjà que ce moment précis, cet arrêt volontaire dans un lieu visible et éclairé, deviendrait plus tard un point clé, quelque chose que je repasserais en boucle dans ma tête, à la recherche du détail que j'aurais pu mal interpréter ou de la décision que j'aurais dû prendre autrement. Nous sommes restés là un moment sans parler, le temps que la chaleur fasse son effet et que l'agitation intérieure se calme un peu. Je le voyais reprendre lentement possession de son corps, souffler sur la boisson, porter la tasse à ses lèvres avec prudence, grimacer légèrement à la première gorgée trop chaude, puis recommencer. Ces gestes simples avaient quelque chose de profondément normal, presque rassurant, comme si cette parenthèse venait enfin de prendre une forme acceptable. Autour de nous, les conversations continuaient, quelqu'un riait un peu trop fort près du comptoir, une porte s'ouvrait, la clochette tintait, puis tout reprenait son rythme. J'ai cru, l'espace de quelques minutes, que le plus délicat était derrière nous, que le fait d'être entré ici avait suffi à stabiliser la situation. Il a fini par me demander combien de temps on resterait. La question était posée sans impatience, mais avec cette même vigilance que je lui avais déjà entendue. Je lui ai répondu que nous pouvions rester encore un peu, puis que je le raccompagnerais ensuite vers un endroit où il se sentirait en sécurité.
J'ai pris soin de ne rien préciser de trop concret, conscient que chaque mot pouvait être interprété de travers. Il a hoché la tête, puis a regardé l'horloge accrochée au mur derrière le comptoir. Je me suis demandé s'il avait une notion précise de l'heure ou si ce geste relevait simplement d'un besoin de repère. Au bout d'un moment, il a cessé de boire et a repoussé légèrement la tasse, comme s'il avait pris sa décision. Il a dit qu'il voulait sortir un instant, prendre l'air. La demande m'a surpris, mais je n'y ai rien vu d'alarmant. Le café était chaud, peut-être trop pour lui, et la rue juste devant offrait toujours cette visibilité rassurante. J'ai acquiescé, j'ai attrapé ma veste, et nous nous sommes levés ensemble. Je me souviens avoir jeté un dernier regard autour de nous, presque machinalement, comme pour enregistrer la scène, les visages, l'endroit. À ce moment-là, tout me semblait encore parfaitement maîtrisé. Dehors, l'air froid nous a saisis immédiatement. Il a inspiré profondément, comme pour se nettoyer les poumons, et s'est tenu un instant immobile sur le trottoir. Les passants passaient sans nous regarder. Les voitures roulaient lentement, et rien n'indiquait que la situation pouvait basculer. Je lui ai demandé s'il allait bien. Il a répondu oui, mais sans me regarder, les yeux fixés sur la rue. J'ai senti une légère tension revenir, quelque chose de diffus, difficile à nommer. Il a fait quelques pas, puis s'est arrêté net, comme s'il hésitait. Je lui ai demandé ce qu'il y avait. Il a répondu qu'il voulait voir ma voiture. La demande m'a pris de court. Je ne savais pas exactement ce qu'il cherchait, mais j'ai accepté, pensant qu'il voulait simplement se rassurer, vérifier que nous allions repartir de la même manière que nous étions arrivés. Nous avons marché jusqu'à l'endroit où je m'étais garé, à une 50aine de mètres. La voiture était là, intacte, exactement comme je l'avais laissée. Il s'est approché lentement, a fait le tour sans la toucher, observant chaque détail avec une attention presque excessive. Je me tenais à quelques pas, sans intervenir, conscient que ce moment lui appartenait. Il s'est arrêté près de la portière passager, a posé la main sur la poignée, puis l'a retirée aussitôt. Il a regardé autour de lui, puis vers moi, et a demandé si nous allions repartir tout de suite. J'ai répondu que non, pas forcément, que nous pouvions encore rester un peu dehors s'il le voulait. Il a hoché la tête, mais son regard s'était déjà détaché de moi. Il scrutait la rue, les passants, les ombres entre les lampadaires. Tout s'est joué très vite, et en même temps avec une étrange lenteur. Il a fait un pas en arrière, puis un autre, comme s'il s'éloignait simplement pour mieux voir. J'ai cru qu'il allait me poser une autre question. Au lieu de ça, il s'est retourné brusquement et a commencé à marcher, d'abord calmement, puis de plus en plus vite. J'ai mis une seconde à comprendre ce qui se passait. Je l'ai appelé, sans élever la voix, persuadé qu'il s'agissait d'un malentendu, d'un réflexe. Il n'a pas répondu. Il a accéléré, a traversé la rue entre deux voitures et a disparu derrière un groupe de personnes. Je suis resté figé un instant, incapable de réagir. Puis j'ai traversé à mon tour, regardant dans toutes les directions, essayant de repérer sa silhouette trop petite parmi les manteaux sombres. Je l'ai appelé à nouveau, un peu plus fort cette fois, mais le bruit de la circulation a englouti ma voix. Je me suis mis à marcher rapidement, puis à courir sur quelques mètres, regardant derrière les voitures garées, les entrées d'immeubles, les rues adjacentes. Il n'était plus là. Comme s'il s'était dissous dans la ville en l'espace de quelques secondes. Je suis revenu vers la voiture, le cœur battant, cherchant un indice, n'importe quoi. La portière était toujours fermée, rien n'avait bougé. Sur le siège passager, à travers la vitre, j'ai aperçu la tasse en carton que j'avais posée là en sortant, encore à moitié pleine, renversée sur le côté. Cette image m'a frappé de plein fouet. Elle donnait à cette disparition un caractère soudain, irrévocable. Je suis resté là, sur le trottoir, sans savoir quoi faire ensuite, partagé entre l'envie de continuer à le chercher et la sensation étrange que quelque chose venait de m'échapper définitivement. À ce moment précis, je n'avais encore aucune idée des conséquences de cette fuite. Je savais seulement que la situation venait de changer de nature et que ce qui avait commencé comme une tentative d'aide venait de prendre une direction que je ne contrôlais plus du tout. Je suis resté planté là plusieurs secondes, incapable de décider quoi faire, comme si mon corps attendait une instruction qui ne venait pas. La ville autour de moi continuait à fonctionner normalement, indifférente à ce qui venait de se passer. Des gens passaient, parlaient, riaient parfois, et aucun d'eux ne semblait remarquer que quelque chose venait de se rompre juste devant eux. J'ai regardé dans la direction où il avait disparu, puis autour de moi,
comme si j'espérais qu'il réapparaisse simplement, qu'il revienne de lui-même en disant qu'il avait juste voulu regarder quelque chose. Mais il ne revenait pas. L'air froid me mordait le visage, et j'ai senti cette montée d'adrénaline tardive, celle qui arrive quand l'action est déjà terminée mais que le corps refuse de l'accepter. Je me suis mis à marcher rapidement, puis à accélérer encore, parcourant les rues adjacentes sans véritable méthode. Je regardais chaque silhouette trop petite, chaque manteau sombre, chaque dos qui s'éloignait. J'entrais dans des rues que je ne connaissais pas, ressortais aussitôt, revenais sur mes pas. À plusieurs reprises, j'ai cru le reconnaître de loin, avant de me rendre compte que ce n'était qu'un adulte un peu plus petit ou un adolescent trop grand. Chaque erreur me laissait un peu plus vidé. J'appelais son nom, puis je me suis rendu compte que je n'étais même plus sûr de l'avoir bien entendu sous le pont. Ma voix se perdait dans le bruit de la circulation, étouffée par les moteurs et les conversations. Au bout d'un moment, j'ai réalisé que je faisais exactement ce que je m'étais juré d'éviter. Improviser, m'agiter, perdre le contrôle. Je me suis arrêté, adossé à un mur, essayant de reprendre ma respiration. J'ai pensé à appeler quelqu'un. Mais qui? Dire quoi exactement? Qu'un enfant que je ne connaissais pas avait fui après être monté dans ma voiture. La simple formulation de cette phrase me nouait l'estomac. J'ai regardé l'heure. Cela faisait à peine 20 minutes qu'il était parti, et pourtant j'avais l'impression que beaucoup plus de temps s'était écoulé. Le café était toujours là, à quelques mètres, sa lumière chaleureuse presque insultante maintenant. Je suis retourné vers la voiture, plus lentement. Elle était exactement comme je l'avais laissée, silencieuse, banale. J'ai ouvert la portière passager, et j'ai pris la tasse renversée, encore tiède comme une preuve matérielle de ce qui venait de se passer. Je l'ai jetée dans une poubelle à proximité, un geste inutile, mais nécessaire pour faire quelque chose de mes mains. J'ai inspecté l'habitacle comme si je pouvais y trouver un indice oublié, un détail qui m'aurait échappé. Il n'y avait rien. Pas de sac, pas de papier, rien qui puisse expliquer sa décision ou me guider vers lui. Je suis resté un long moment assis dans la voiture, le moteur éteint, regardant droit devant moi. Des pensées contradictoires se bousculaient, sans ordre. Une partie de moi se disait que ce n'était pas grave, qu'il était parti de son plein gré, que je n'y pouvais rien. Une autre partie me reprochait déjà de ne pas avoir fait différemment, de ne pas avoir anticipé, de ne pas avoir su lire les signes. Je repassais la scène en boucle, cherchant le moment précis où tout avait basculé. Était-ce quand nous étions sortis du café? Quand je lui avais montré la voiture? Quand je lui avais dit que nous pouvions rester encore un peu? Chaque possibilité semblait à la fois plausible et insuffisante. Finalement, j'ai redémarré et j'ai roulé lentement dans le quartier, passant plusieurs fois par les mêmes rues, espérant le voir réapparaître sous un lampadaire ou au coin d'une place. Plus je roulais, plus je sentais la fatigue et la confusion s'installer. La ville de nuit prenait un aspect différent, moins accueillant, plus opaque. À un moment, je me suis surpris à espérer qu'il ait simplement retrouvé quelqu'un, qu'il ait rejoint un endroit connu de lui, même si cela signifiait retourner à quelque chose de dangereux. Cette pensée m'a fait honte, mais elle était là, persistante. Elle révélait surtout mon impuissance. Au bout d'un certain temps, j'ai compris que continuer ainsi ne servirait à rien. La logique reprenait doucement le dessus, froide et implacable. S'il avait voulu être retrouvé, il ne se serait pas enfui ainsi. Je me suis garé une dernière fois près du pont où je l'avais rencontré, comme pour fermer la boucle. L'endroit était désert maintenant, encore plus sombre qu'avant. J'ai regardé sous le pont, le mur contre lequel il était assis, l'espace vide qu'il avait laissé. Rien n'indiquait qu'il avait été là, à part le souvenir que j'en avais. Je suis finalement rentré chez moi. Le trajet m'a paru interminable, même si je le connaissais par cœur. Dans l'appartement, le silence m'a frappé de plein fouet. J'ai posé mes clés, retiré ma veste, et je suis resté debout au milieu du salon, incapable de me détendre. Je me suis assis sans allumer la lumière, laissant la pénombre envahir la pièce. Les images de la soirée défilaient encore, sans ordre, sans conclusion. Je me suis demandé s'il allait bien, s'il avait froid, s'il regrettait sa fuite ou s'il se sentait soulagé. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais sa silhouette s'éloigner, cette seconde où j'avais compris trop tard ce qui se passait. Au matin, j'étais épuisé, mais surtout envahi par une inquiétude sourde, persistante.
Je ne savais pas encore que cette disparition, qui me semblait déjà lourde de conséquences, n'était en réalité que le début. À ce moment-là, je pensais avoir vécu une soirée étrange, perturbante, mais close. Je ne savais pas encore que cette histoire allait revenir vers moi de manière beaucoup plus brutale et que cette fuite, que je n'avais pas su empêcher, serait bientôt racontée autrement que par moi. Le lendemain matin, le téléphone a sonné plus tôt que d'habitude. Pas une sonnerie insistante, pas urgente, juste ce son neutre qui, à cette heure-là, annonce rarement quelque chose de banal. J'ai mis quelques secondes à émerger, encore engourdi par une nuit hachée, et avant même de décrocher, j'ai senti cette tension familière dans la poitrine, celle qui précède les mauvaises nouvelles. La voix à l'autre bout du fil était calme, professionnelle, presque aimable. On m'a demandé si j'étais bien la personne propriétaire d'un certain véhicule, si j'avais circulé la veille dans un quartier précis, à une heure précise. À chaque question, je sentais mon corps se raidir un peu plus. J'ai répondu oui, simplement, sans chercher à anticiper. Puis on m'a dit que l'on souhaitait me poser quelques questions supplémentaires, que ce serait préférable de le faire en personne, que cela ne prendrait pas longtemps. Je me souviens avoir regardé autour de moi en raccrochant, comme si mon appartement avait soudain changé de nature. Les murs, les meubles, tout me semblait trop silencieux, trop figé. J'ai essayé de me convaincre que c'était une simple formalité, une coïncidence logique après ce qui s'était passé. Un enfant signalé, une disparition temporaire, des vérifications de routine. Rien de plus. Pourtant, une inquiétude sourde s'installait déjà, alimentée par des pensées que je préférais ne pas formuler clairement. Je me suis préparé mécaniquement, j'ai bu un café sans en sentir le goût, j'ai enfilé ma veste en vérifiant 2 fois que mes poches étaient vides, comme si cela avait la moindre importance. Ils m'ont donné rendez-vous dans un bureau que je connaissais de vue, un bâtiment administratif sans caractère, ni accueillant ni hostile, juste fonctionnel. En m'y rendant, chaque détail du trajet me semblait chargé de sens. Les feux rouges, les passages piétons, les gens pressés autour de moi. Tout continuait comme d'habitude, et cette normalité rendait la situation encore plus irréelle. Une partie de moi se disait que c'était absurde de s'inquiéter autant, que je n'avais rien fait de mal. Une autre partie, plus lucide ou plus anxieuse, savait déjà que ce genre de situation n'obéit pas toujours à la logique du bon sens. On m'a fait entrer dans une pièce simple, une table, 2 chaises, une fenêtre donnant sur une cour intérieure. Rien d'intimidant en apparence. Les 2 personnes qui m'ont accueilli étaient polies, presque chaleureuses. Ils ont commencé par me demander si je voulais de l'eau, si je me sentais bien. Ce genre d'attention qui, paradoxalement, met encore plus mal à l'aise. Puis, les questions ont commencé. Où avais-je rencontré le garçon? À quelle heure? Qui avait pris l'initiative de parler? Quels mots exacts avaient été échangés? Chaque détail semblait soudain crucial, et je me rendais compte à quel point ma mémoire devenait floue dès qu'on me demandait de préciser. Ce qui m'avait semblé clair la veille se fragmentait maintenant en souvenirs incertains. Il prenait des notes, hochait à la tête, reformulait parfois mes réponses avec des mots légèrement différents. Et c'est là que j'ai compris à quel point le choix des mots pouvait devenir dangereux. Une phrase reformulée n'avait plus tout à fait le même sens. Une intention pouvait glisser presque imperceptiblement. Je me suis mis à parler plus lentement, à peser chaque réponse, conscient que le moindre raccourci pouvait être interprété de travers. Je voyais bien qu'ils n'étaient peut-être pas agressifs, qu'ils faisaient leur travail, et c'est précisément ce qui rendait la situation plus angoissante. Il n'y avait personne contre qui se défendre, seulement une procédure, froide et méthodique. À un moment, ils m'ont dit que l'enfant avait été retrouvé un peu plus tard dans la nuit, qu'il était en sécurité, mais très perturbé. Ils ont ajouté qu'il avait raconté sa version des faits, avec ses mots à lui, et que certaines phrases nécessitaient d'être clarifiées. Clarifiées. Le mot est resté suspendu entre nous. Ils m'ont demandé ce que j'avais voulu dire exactement en parlant d'un endroit chaud et éclairé. S'agissait-il d'un lieu précis? Avais-je l'intention de l'emmener ailleurs que là où je m'étais arrêté? Est-ce que j'avais évoqué la possibilité de rester plus longtemps? À chaque question, je sentais le sol se dérober légèrement sous mes pieds. Pas parce que j'avais menti, mais parce que je réalisais combien une situation vécue pouvait être racontée différemment selon le point de vue. Ils m'ont ensuite demandé pourquoi j'avais accepté de le faire monter dans ma voiture. La question était posée sans accusation, mais elle portait en elle une suspicion implicite. J'ai répondu que je voulais simplement l'aider, qu'il faisait froid,
qu'il était seul. En prononçant ces mots, j'ai eu l'impression qu'ils perdèrent de leur force, comme s'ils devenaient insuffisants face à la complexité qu'on leur attribuait maintenant. Aider. Un verbe simple, presque naïf, qui semblait soudain trop vague, trop léger pour expliquer une suite d'événements devenus lourdes de conséquences. Quand l'entretien s'est terminé, ils m'ont dit que je pouvais rentrer, que tout cela faisait partie d'une vérification normale, mais que l'on pourrait éventuellement me recontacter si d'autres éléments apparaissaient. Cette phrase, dite calmement, m'a laissé un goût amer. Je suis sorti du bâtiment avec une sensation étrange, comme si j'avais laissé derrière moi une partie de mon histoire, désormais consignée dans un dossier qui ne m'appartenait plus vraiment. En marchant vers ma voiture, je me suis rendu compte que je regardais les gens différemment, avec une méfiance nouvelle, mais aussi une inquiétude plus profonde. Je venais de comprendre que cette histoire ne m'appartenait déjà plus entièrement et que ce que j'avais vécu la veille pouvait désormais exister sous une autre forme, racontée, interprétée, figée dans des mots qui ne seraient même pas les miens. Quand ils m'ont dit qu'ils connaissaient déjà mon nom, mon adresse et le numéro d'immatriculation de ma voiture, je n'ai pas été surpris sur le moment. J'ai simplement hoché la tête comme si c'était la chose la plus normale du monde. C'est seulement après, en y repensant, que j'ai compris à quel point cette information avait changé l'équilibre de la situation. Je n'étais plus quelqu'un qui venait raconter une histoire. J'étais quelqu'un dont l'histoire avait déjà commencé à être écrite sans lui. Ils ont posé un dossier sur la table, mince, presque banal, et l'un d'eux l'a ouvert avec ce geste précis, professionnel, qui donne l'impression que tout est déjà à sa place. À l'intérieur, il y avait des feuilles, des notes, des horaires et surtout des images. Ils ont fait glisser vers moi une capture issue d'une caméra de surveillance. On y voyait la rue, le trottoir, ma voiture arrêtée, puis moi qui sortais, qui marchais, qui revenais. Tout semblait à la fois familier et étrangement distant, comme si je regardais un autre homme me remplacer à l'écran. Ils ont laissé passer quelques secondes, puis une autre image est apparue. Le garçon, reconnaissable malgré la qualité médiocre, qui montait dans la voiture. J'ai senti une tension monter dans ma nuque, pas parce que j'avais quelque chose à cacher, mais parce que ces images figées donnaient une impression de certitude, de narration linéaire, alors que la réalité avait été beaucoup plus fragile, plus hésitante. Ils m'ont demandé de commenter ce qu'on voyait, pas d'expliquer, pas de justifier, commenter. J'ai décrit ce que je reconnaissais, ce que je me souvenais avoir fait. Plus je parlais, plus je sentais que mes mots perdaient de leur souplesse. Les images semblaient plus solides que mon souvenir. Elles ne montraient pas les silences, ni les hésitations, ni les regards. Elles montraient des gestes, des déplacements, des faits bruts. Et ces faits, sortis de leur contexte émotionnel, pouvaient raconter autre chose. J'ai compris à cet instant que la réalité la plus dangereuse n'est pas celle qu'on vit, mais celle qu'on peut prouver. Ils m'ont ensuite montré une autre séquence, celle où le garçon sort de la voiture et s'éloigne. Là encore, la scène était claire, presque trop. On le voyait marcher, puis accélérer, puis disparaître hors champ. Ils ont arrêté l'image juste avant qu'il ne sorte du cadre. L'un d'eux a dit que c'était à ce moment-là que l'enfant avait commencé à paniquer selon son propre récit. Le mot « paniquer » a résonné longtemps dans ma tête. J'ai repensé à son visage, à ce calme apparent, à cette fuite soudaine. Rien ne collait parfaitement, et pourtant tout semblait pouvoir s'assembler d'une manière qui ne me serait pas favorable. Ils m'ont expliqué que le garçon avait été retrouvé plus tard par des adultes qui s'étaient inquiétés de le voir seul et agité, qu'il avait parlé spontanément, sans qu'on lui pose beaucoup de questions, qu'il avait dit avoir eu peur, pas accusé, pas désigné, juste eu peur. Et cette peur, m'ont-ils fait comprendre, devait être prise au sérieux. J'ai senti un léger vertige. Comment contester la peur de quelqu'un, surtout d'un enfant, sans paraître suspect soi-même? Toute tentative d'explication risquait de sonner comme une minimisation. Ils ont repris point par point la soirée, mais cette fois, dans un ordre différent du mien. D'abord la voiture, ensuite les paroles rapportées, puis le café, puis la fuite. Chaque élément était isolé, analysé, replacé dans une chronologie rigide. J'avais l'impression que ce que j'avais vécu comme une suite de décisions improvisées devenait maintenant un enchaînement logique, presque intentionnel. Pas parce qu'ils le voulaient ainsi, mais parce que toute procédure a besoin de cohérence. Et cette cohérence, je la sentais se construire indépendamment de ce que j'avais ressenti.
À un moment, l'un d'eux m'a demandé si j'avais conscience que, vu de l'extérieur, certaines de mes décisions pouvaient être mal comprises. La question était posée avec douceur, presque avec empathie. J'ai répondu que oui, que je le comprenais maintenant. Et c'était vrai, je comprenais. Mais comprendre n'efface pas les conséquences. J'avais l'impression d'être pris dans une mécanique où chaque réponse ouvrait la porte à une nouvelle question, légèrement plus précise, légèrement plus étroite. Ils ont fini par refermer le dossier. Le bruit sec de la couverture m'a fait l'effet d'un point final provisoire. Ils m'ont dit que, pour l'instant, rien ne justifiait d'aller plus loin, que la situation serait consignée, que c'était une précaution. Une précaution. Encore un mot qui semblait inoffensif, mais qui portait en lui quelque chose de durable. J'ai hoché la tête, encore une fois. Je savais déjà que ce dossier ne disparaîtrait pas. Il existerait, quelque part, prêt à être rouvert si nécessaire. En quittant la pièce, j'ai eu la sensation étrange d'avoir perdu une partie de ma version des faits. Elle m'appartenait encore, bien sûr, mais elle n'était plus la seule. Une autre version existait désormais, tout aussi légitime aux yeux de ceux qui devaient te juger. En marchant dans le couloir, j'ai ressenti une fatigue profonde, pas physique, mais morale. Celle qui vient quand on réalise que la vérité ne suffit pas toujours, que la bonne intention n'est pas une protection, et que parfois, ce sont les détails les plus anodins qui deviennent les plus lourds à porter. Ce qui m'a le plus marqué, ce n'est pas ce qu'ils ont dit, mais la manière dont ils ont parlé de ce que le garçon avait raconté. Ils n'ont pas utilisé le mot plainte, ni accusation. Ils ont parlé de récits, de paroles recueillies, de perceptions. Ils ont expliqué que l'enfant n'avait pas affirmé que je lui avais fait quoi que ce soit de mal, mais qu'il avait exprimé une peur diffuse, difficile à formuler, et que cette peur s'était cristallisée autour de certaines phrases, de certains gestes. Il aurait dit que je lui avais promis un endroit chaud, qu'il avait compris que cela durerait plus longtemps que prévu, et que lorsqu'il avait réalisé que la voiture continuait à rouler, quelque chose s'était déclenché en lui. Pas une certitude, pas une accusation consciente, une alarme intérieure. Ils m'ont regardé quand ils ont prononcé ces mots, comme pour vérifier que je comprenais la nuance. Et je la comprenais trop bien, parce que je pouvais me souvenir précisément de ce moment où il m'avait demandé si le trajet serait encore long, de cette inquiétude discrète dans sa voix, de ce feu rouge où je m'étais arrêté pour le rassurer. À l'époque, j'avais cru que ce geste suffisait. Aujourd'hui, on me montrait qu'il n'avait peut-être fait que retarder une peur déjà installée. Ce n'était pas ce que j'avais voulu, mais ce n'était pas non plus totalement déconnecté de la réalité qu'il avait vécue. Ils ont repris certaines de mes phrases telles qu'ils les avaient répétées. Des phrases ordinaires, banales, que j'aurais pu dire 100 fois sans y penser. Là où il fait chaud. On va rester un peu. Ce n'est pas loin. Sorties de leur contexte, répétées par un enfant fatigué et inquiet, elles prenaient une autre texture. Elles devenaient floues, ouvertes à l'interprétation. J'ai ressenti un malaise profond en les entendant ainsi reformulées. Comme si mes propres mots m'échappaient. Comme s'ils avaient cessé de m'appartenir. Ils ont précisé que l'enfant n'avait pas parlé de violence, ni de contraintes physiques. Il n'avait pas dit que je l'avais empêché de partir. Au contraire, il avait insisté sur le fait qu'il était descendu de la voiture de lui-même. Mais il avait ajouté qu'il avait eu peur de rester, peur que le trajet continue, peur de ne plus pouvoir décider. Et cette peur-là, m'a-t-on expliqué, était suffisante pour déclencher une attention particulière. J'ai senti un nœud se former dans mon estomac. Comment expliquer que je n'avais jamais eu l'intention de décider à sa place, alors même que, concrètement, j'étais celui qui conduisait. Ils m'ont demandé si j'avais conscience que, pour un enfant dans sa situation, monter dans une voiture pouvait être vécu comme une perte totale de contrôle, même si l'adulte au volant se voulait bienveillant. La question n'était pas accusatrice, elle était presque pédagogique. J'ai répondu que oui, que je le comprenais maintenant. Et c'était vrai. Je comprenais avec une clarté douloureuse. Je voyais comment mes intentions pouvaient se dissoudre face à son vécu, comment ce que j'avais perçu comme une aide pouvait être ressenti comme une menace potentielle. Ils ont évoqué son état quand il avait été retrouvé. Agité, confus, incapable d'expliquer clairement ce qu'il ressentait. Il n'avait cessé de répéter qu'il avait eu peur, sans parvenir à dire exactement de quoi. Cette répétition, m'ont-ils dit, est souvent ce qui alerte le plus. Pas parce qu'elle désigne un coupable, mais parce qu'elle signale une expérience marquante.
J'ai baissé les yeux à ce moment-là, envahi par un sentiment que je n'arrivais pas à définir précisément. Ce n'était pas de la culpabilité au sens classique, c'était plutôt une forme de responsabilité involontaire, celle qu'on porte quand on comprend qu'on a déclenché quelque chose sans le vouloir. Ils ont aussi mentionné qu'il avait dit que je n'avais pas crié, que je n'avais pas été brutal, que je n'avais rien fait de clairement répréhensible. Cette précision, censée me rassurer, m'a paradoxalement mis plus mal à l'aise, parce qu'elle soulignait l'essentiel. Le problème ne se situait pas dans un acte précis, mais dans une zone grise, dans une accumulation de détails anodins, qui, mis bout à bout, avaient produit un effet inattendu. Il n'y avait rien à nier frontalement, rien à contester avec évidence, seulement un décalage entre ce que j'avais voulu faire et ce qu'il avait ressenti. Ils ont conclu en disant que ces situations sont toujours complexes, que l'intention et l'impact ne coïncident pas toujours, et que leur rôle n'était pas de juger mes motivations, mais de s'assurer que l'enfant était en sécurité. J'ai hoché la tête, encore une fois. Je n'avais rien à ajouter. Tout ce que j'aurais pu dire aurait sonné comme une défense inutile. Je sentais que le récit s'était figé dans une forme qui ne dépendait plus de moi, une forme où ma bonne volonté n'était ni suffisante ni totalement pertinente. En quittant le bureau, cette idée ne m'a plus lâché. Ce n'était pas ce que j'avais fait qui me poursuivait, mais ce que j'avais provoqué sans le savoir. Une peur, un souvenir, une interprétation qui continuerait d'exister indépendamment de moi. Je marchais lentement, comme si chaque pas devait me permettre d'intégrer cette nouvelle réalité. Je comprenais désormais que, dans ce genre de situation, il n'y a pas de version parfaitement rassurante, il n'y a que des récits qui se superposent, se contredisent parfois, et laissent derrière eux un malaise persistant. Et au fond de moi, une pensée s'imposait avec une clarté dérangeante. Même sans mauvaise intention, on peut devenir, pour quelqu'un d'autre, l'origine d'une peur durable. Ils ont repris les questions, mais cette fois d'une manière plus méthodique, presque clinique. Ce n'était plus des échanges, mais une succession de points à vérifier, comme si chaque détail devait être placé dans une case précise. Ils sont revenus sur l'ordre exact des événements, minute par minute. À quelle heure je m'étais arrêté près du pont? Combien de temps s'était écoulé entre l'achat de nourriture et le moment où il était monté dans la voiture? Combien de kilomètres nous avions parcourus? Je répondais du mieux que je pouvais, mais je sentais déjà que mes réponses perdaient en précision à mesure que la fatigue et la pression s'accumulaient. Les souvenirs se mélangeaient, non pas parce que je mentais, mais parce que l'esprit humain n'est pas fait pour être disséqué ainsi. Ils ont insisté sur mes choix. Pourquoi ce café-là et pas un autre? Pourquoi m'être garé à cet endroit précis? Pourquoi être sorti avec lui au lieu de rester à l'intérieur? À chaque « pourquoi », je sentais une légère crispation monter. Pas de la colère, plutôt une forme de lassitude. Je comprenais la logique de leurs questions, mais je réalisais aussi que beaucoup de mes décisions avaient été instinctives, prises sur le moment, sans réflexion stratégique. Comment expliquer l'instinct à quelqu'un qui cherche une cohérence rationnelle? Comment traduire l'intuition en justification claire? Ils ont ensuite abordé la question de mon comportement. Avais-je touché l'enfant? Avais-je levé la voix? Avais-je montré des signes d'agacement ou d'impatience? Ces questions, bien que prévisibles, ont eu un effet étrange sur moi. Les entendre formuler à voix haute donnait à la situation une gravité nouvelle. Je répondais non, calmement, mais chaque négation semblait ajouter du poids à l'ensemble. Comme si le simple fait d'écarter ces hypothèses rappelait qu'elles existaient, qu'elles faisaient partie du champ des possibles qu'ils devaient explorer. À un moment, l'un d'eux a posé son stylo et m'a regardé plus attentivement. Il m'a demandé comment je me sentais à présent. La question m'a surpris par son apparente humanité. J'ai pris quelques secondes avant de répondre. J'ai dit que j'étais fatigué, un peu perdu, que je n'avais jamais imaginé que cette soirée prendrait une telle tournure. En parlant, je me suis rendu compte que c'était la première fois depuis le début de l'entretien que je formulais quelque chose de personnel, quelque chose qui ne relevait pas strictement des faits. Ils ont écouté sans m'interrompre, sans prendre de notes cette fois. Ils ont ensuite expliqué que ce genre de situation est toujours délicat, qu'elle se situe dans une zone où les intentions ne suffisent pas à garantir l'absence de conséquences. Ils ont parlé de protection, de précaution, de responsabilité collective. Des mots neutres, institutionnels, qui n'avaient rien d'accusateur mais qui n'étaient pas rassurants non plus.
Je comprenais leur position, mais je sentais aussi à quel point elles me laissaient seul face à mes propres interrogations. Il n'y avait pas de conclusion claire, pas de verdict définitif, seulement une accumulation de constats. Ils ont vérifié une dernière fois mes coordonnées, m'ont demandé de confirmer que je restais joignable. Puis, ils ont refermé le dossier, une fois encore. Ce geste, répétitif, avait quelque chose de définitif et de provisoire à la fois. Définitif pour cet entretien précis, provisoire pour tout le reste. Ils m'ont dit que je pouvais partir, que pour l'instant il n'y avait rien de plus à ajouter. Pour l'instant. Ces deux mots ont résonné longtemps dans ma tête. En sortant du bâtiment, j'ai eu l'impression que l'air était différent, plus lourd. J'ai marché lentement, sans direction précise, laissant les pensées défiler sans chercher à les organiser. Je me rendais compte que ce qui me troublait le plus n'était pas la peur d'une accusation formelle, mais l'idée d'être désormais associé à une situation problématique. Même sans suite judiciaire, quelque chose s'était inscrit quelque part, dans un registre, dans une mémoire institutionnelle. Et cette inscription existait indépendamment de ma volonté. Je repensais à chaque geste de la veille, non plus comme à des décisions prises dans l'instant, mais comme à des éléments d'un enchaînement que d'autres tentaient de comprendre, de reconstruire. Je me demandais si, avec le recul, j'aurais pu faire autrement, si j'aurais dû appeler quelqu'un immédiatement, si j'aurais dû me contenter de laisser de la nourriture et repartir. Ces questions tournaient en boucle, sans jamais trouver de réponse satisfaisante. Elles n'avaient non plus d'utilité pratique, seulement une fonction punitive. Ce jour-là, j'ai compris à quel point il est facile de se retrouver pris dans une mécanique qui vous dépasse, même en partant d'une intention simple. Je n'avais pas cherché à transgresser quoi que ce soit. Je n'avais pas voulu jouer un rôle qui n'était pas le mien. Et pourtant, me voilà à devoir expliquer, justifier, détailler des gestes que je n'avais même pas remarqués sur le moment. Cette prise de conscience m'a laissé un goût amer, une sensation de fragilité nouvelle. Comme si en une soirée, la frontière entre l'homme ordinaire que j'étais et quelqu'un qu'on observe avec précaution s'était brusquement amincie, presque imperceptiblement. Ils m'ont finalement dit que je pouvais rentrer chez moi, pas sur un ton solennel, pas avec un soulagement particulier, mais comme on clôt une étape administrative. Ils ont précisé qu'il n'y avait rien contre moi à ce stade, que la situation serait classée sans suite immédiate. Immédiate. Le mot a glissé presque inaperçu, mais je l'ai attrapé au passage. Je l'ai rangé quelque part, comme on range un objet fragile dont on ne sait pas encore s'il faudra s'en servir. J'ai remercié sans trop savoir pourquoi, puis je me suis levé. Mes jambes étaient lourdes, pas faibles, juste lentes, comme si le temps s'était épaissi autour de moi. Dehors, la lumière du jour m'a surpris. J'avais l'impression d'avoir passé des heures dans cette pièce, alors qu'en réalité, tout avait été relativement rapide. Les gens allaient et venaient, parlaient au téléphone, buvaient des cafés en marchant. Personne ne savait où je venais d'être, ce que je venais de raconter, ni à quel point chaque mot avait été pesé. Et pourtant, je me sentais différent, pas transformé, pas brisé, mais déplacé, comme si je ne me trouvais plus exactement à la même place qu'avant dans ce décor familier. Je suis monté dans ma voiture et je suis resté quelques minutes sans démarrer. J'observais mes mains sur le volant, les mêmes que la veille, les mêmes que tous les jours, et j'avais du mal à croire qu'elles aient pu devenir, l'espace d'un instant, un élément d'un dossier. J'ai pensé à ce garçon, à la façon dont il avait serré son sac, à son regard attentif, à cette phrase qu'il avait prononcée presque en passant. Pas méchant. Cette phrase revenait sans cesse, mais elle n'avait plus le même sens. Elle n'était plus un constat rassurant. Elle devenait un point de bascule, un détail qui avait contribué à tout le reste. Sur le chemin du retour, je conduisais comme d'habitude, mais avec une conscience accrue de chaque geste. Je respectais scrupuleusement les limitations, je laissais passer les piétons même quand ils hésitaient, je ralentissais à l'approche de chaque carrefour. Je savais que personne ne m'observait, et pourtant je me comportais comme si c'était le cas. Pas par peur immédiate, mais parce qu'une forme de vigilance s'était installée en moi. Une vigilance qui ne s'éteint pas facilement. Arrivé chez moi, j'ai retrouvé le silence de l'appartement. Il n'avait pas changé, mais je le percevais autrement. J'ai posé mes clés, retiré ma veste, et je me suis assis sans allumer la lumière. Je n'avais pas envie de faire quoi que ce soit, ni de me distraire, ni de réfléchir activement. Les images revenaient d'elles-mêmes, sans ordre précis. Le pont, le café,
la rue éclairée, la course soudaine. Et puis ce bureau, cette table, ce dossier mince qui contenait déjà une version de ma soirée. Je me suis demandé combien de temps cette histoire resterait quelque part, associée à mon nom. Peut-être rien de plus qu'une note, un enregistrement parmi d'autres. Peut-être quelque chose qui ne serait jamais rouvert. Mais le simple fait qu'elle existe suffisait à me troubler. Je réalisais que je n'avais plus le contrôle total sur ce qui s'était passé. Ce que j'avais vécu continuait désormais sa propre vie administrative, détachée de mes intentions. Les jours suivants, j'ai commencé à remarquer des choses auxquelles je n'avais jamais prêté attention. Les regards un peu plus longs dans l'ascenseur, les silences inhabituels dans les conversations banales. Peut-être que je me faisais des idées, probablement même. Mais une fois que le doute s'installe, il colore tout. Je me demandais si quelqu'un savait, si quelqu'un avait entendu quelque chose, si mon imagination comblait les vides avec des peurs inutiles. Rien n'était concret, mais rien n'était totalement effaçable non plus. Je me suis surpris à éviter certains endroits. Pas consciemment au début, mais peu à peu. Le quai, le pont, même le café. Comme si le simple fait de repasser par là pouvait raviver quelque chose, attirer une attention indésirable. Je modifiais de mes habitudes sans m'en rendre compte, convaincu que c'était temporaire, que cela passerait. Mais au fond, je savais que ce genre d'ajustement laisse toujours une trace. Ce qui me pesait le plus, ce n'était pas la peur d'une sanction. C'était cette sensation d'avoir franchi une ligne invisible, celle qui sépare les gens qui observent les problèmes de loin de ceux qui y sont mêlés, même involontairement. Je n'étais plus tout à fait un spectateur. J'étais devenu un élément d'une histoire compliquée, ambiguë, où les intentions comptent moins que les effets. Un soir, en repensant à tout cela, j'ai compris que je ne pourrais jamais revenir exactement à l'état d'esprit d'avant. Pas parce que j'avais fait quelque chose de mal, mais parce que j'avais appris quelque chose de dérangeant. J'avais appris à quel point une situation peut vous échapper, à quel point le cadre protecteur des bonnes intentions est fragile. Et surtout, j'avais appris que, parfois, être relâché, être libre de rentrer chez soi, ne signifie pas que tout est réellement terminé. Cela signifie seulement que l'histoire continue ailleurs, différemment, sans vous demander votre avis. Avec le temps, une forme de lucidité s'est installée, pas apaisante, mais stable. Je n'y pensais plus à chaque instant. Pourtant, l'histoire revenait sans prévenir, au détour d'un détail banal. Un enfant croisé dans la rue, un pont aperçu depuis une vitre de train, une sirène au loin. Ce n'étaient pas des souvenirs violents, plutôt des rappels discrets, comme une voix intérieure qui murmure que certaines choses, une fois vécues, ne disparaissent jamais vraiment. Elles se déplacent simplement, trouvent leur place ailleurs, plus profondément. Je continuais à vivre normalement, du moins en apparence. Le travail, les courses, les conversations sans importance. Mais quelque chose avait changé dans ma manière de regarder les situations. Avant, j'agissais spontanément, avec cette certitude naïve que les bonnes intentions suffisent moins à tracer une frontière claire entre le bien et le mal. Désormais, je voyais surtout les zones floues, les angles morts, les endroits où une décision simple peut produire un effet inattendu. Ce n'était pas de la peur, plutôt une prudence nouvelle, parfois inconfortable, parfois salutaire. Je repensais souvent à ce moment précis où tout aurait pu être différent. Pas la fuite, pas l'entretien, mais l'instant initial, sous le pont, quand j'avais choisi de m'arrêter. Je ne regrettais pas ce geste. Je n'arrivais pas à me dire que j'aurais dû continuer ma route, mais je comprenais désormais que ce choix m'avait engagé bien au-delà de ce que j'avais imaginé. Aider, ce n'est pas seulement faire quelque chose de juste sur le moment, c'est aussi accepter de ne plus maîtriser la suite. Un jour, je me suis surpris à raconter cette histoire, partiellement, à quelqu'un de proche. Pas dans tous ses détails, pas avec le poids qu'elle avait réellement pour moi. Je l'ai racontée comme on raconte une expérience étrange, dérangeante, mais close. En parlant, je me suis rendu compte à quel point il est difficile de transmettre ce genre de vécu. Les mots semblent toujours insuffisants, trop simples, trop nets. Ils ne rendent donc pas compte de l'ambiguïté, de la lenteur avec laquelle une situation bascule. Et surtout, ils ne transmettent pas ce sentiment persistant d'avoir appris quelque chose qu'on aurait préféré ignorer. Je ne sais pas ce qu'est devenu ce garçon. Parfois, je me surprends à imaginer qu'il va bien, qu'il a trouvé un endroit sûr, des adultes capables de l'aider sans le mettre en alerte. D'autres fois, je me dis que cette nuit-là n'a été pour lui qu'un épisode de plus,
rapidement absorbé par une réalité plus dure. Je n'aurai probablement jamais de réponse, et j'ai fini par accepter cette absence. Ce n'est pas une question de curiosité, mais de limite. Certaines histoires ne nous offrent pas de conclusion claire. Ce que je sais, en revanche, c'est ce que cette expérience a laissé en moi. Une règle simple, presque brutale, que je n'aurais jamais formulée auparavant. Je ne fais plus jamais rien seul dans ce genre de situation. Jamais sans témoin, jamais sans cadre clair, jamais sans que quelqu'un d'autre soit impliqué. Non pas par indifférence, mais parce que j'ai compris que la solitude, dans l'aide, peut devenir un piège. On se retrouve alors face à une parole contre une autre, face à des ressentis incompatibles, face à une responsabilité qu'on n'a pas les moyens de porter. Je n'ai pas cessé de croire qu'il faut aider. Je n'ai pas développé de méfiance systématique envers les autres. Mais j'ai perdu une certaine innocence, celle qui fait croire qu'un geste juste est toujours reconnu comme tel. Aujourd'hui, je sais que le monde est plus complexe, que les intentions comptent moins que les perceptions, et que parfois, le simple fait d'être là suffit à déclencher quelque chose qu'on ne pourra pas réparer. Quand je repense à cette soirée, je ne ressens plus la peur ni la colère. Ce qui reste, c'est une forme de gravité tranquille. La conscience que certaines décisions, même modestes, laissent une empreinte durable. Et si je raconte cette histoire aujourd'hui, ce n'est pas pour me justifier, ni pour chercher une forme de pardon. C'est simplement pour dire ceci: on peut vouloir bien faire, sincèrement, et découvrir malgré tout que le bien n'est jamais un terrain neutre. Il est fragile, instable, et il exige parfois plus de précautions que le mal évident. Je continue d'avancer, comme tout le monde, mais désormais, quand je croise une situation qui ressemble, de près ou de loin, à celle-là, je m'arrête différemment. Je regarde autour de moi, je cherche du soutien, un cadre, une présence supplémentaire, et surtout, je me rappelle cette leçon silencieuse, apprise trop tard mais profondément ancrée. Aider ne signifie pas seulement tendre la main, cela signifie aussi protéger, se protéger et accepter que certaines bonnes intentions, laissées seules, peuvent devenir des histoires dont on ne contrôle plus jamais le récit.